Et donc, rapidement, alors je ne vais pas me présenter, je vais juste parler un petit peu de The Genius Institute. The Genius Institute, aujourd'hui, c'est 4 activités complémentaires, à la fois de la formation, mais qui intègrent des dimensions de coaching individuel, collectif et de team building, en plus de la formation classique, avec une approche qui est extrêmement participative et sur mesure en fonction des enjeux et des contextes des participants. C'est également du coaching sur mesure, et là on va accompagner individuellement des cadres et dirigeants, soit sur des prises de poste, soit sur de la performance, soit sur de la transition professionnelle ou de la reconversion professionnelle. C'est l'organisation aussi au sein d'entreprises de team building, d'événements de cohésion d'équipe, soit sur des sujets de motivation, de performance ou de cohésion d'équipe à proprement parler, ou de communication d'ailleurs. C'est aussi l'organisation de masterclass et de webinaires, comme ce soir, sur des sujets en lien avec les soft skills et la carrière professionnelle. Et puis, c'est en cours, mais c'est aussi l'organisation d'interviews qui seront sur la chaîne YouTube The Genius Institute, l'interview d'experts, ce qu'on appelle nos génies experts, qui sont soit des athlètes de haut niveau, soit des grands entrepreneurs, soit des militaires d'élite ou des artistes, mais qui ont atteint un tel niveau d'excellence en termes de soft skills que l'idée, c'est qu'ils puissent partager avec vous quelles sont les clés qui font qu'ils arrivent à atteindre ces niveaux de performance pour que vous puissiez aussi finalement modéliser tout ça et reproduire tout ça dans vos contextes professionnels. Et puis la Genius Community, qui est la communauté de tous les formés, coachés par The Genius Institute, qui se rencontrent plusieurs fois par an pour partager aussi leurs évolutions. Voilà un petit peu pour vous partager les activités de The Genius Institute. L'agenda du webinaire. La première partie sera vraiment une partie où je vais vous présenter les tendances du marché de l'emploi. C'est ce qui m'a permis de transformer mon activité de coach que j'ai exercée en France et au Brésil à une activité orientée, beaucoup plus large, orientée soft skills et qui intègre en plus du coaching, de la formation et du team building. Deuxième point, qu'est-ce que les soft skills? Qu'on soit clair sur la définition qu'on va utiliser. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas une définition de soft skills. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs approches différentes. C'est encore assez récent. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas un référentiel établi et partagé par tous au niveau des soft skills. Donc, on va prendre une fenêtre, un angle de vue sur lequel on va pouvoir travailler ensemble et regarder ensemble justement quelles sont les étapes clés qui vont vous permettre pour vous, dans vos contextes professionnels, à la fois de développer votre employabilité et votre performance grâce à ces compétences particulières. Et puis, on terminera avec des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à partager vos questions dans le chat et ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai à la fin du webinaire. Hop. C'est parti pour la première partie, donc sur les tendances du marché du travail. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est alors à la porte. Alors, dans certains retours de certains économistes, on est soit à la porte, soit on est déjà dedans. J'entends juste des micros ouverts. Est-ce que vous pouvez juste fermer vos micros, juste pour pas que ça, sauf si vous souhaitez intervenir. Fermez bien vos micros. Donc, on est à la porte, où on est déjà un pied dedans, ou je dirais même quasiment les 2 pieds dedans de la 4e révolution industrielle, avec un monde du travail qui est 4.0, qui combine aujourd'hui à la fois des machines et de l'intelligence humaine, et vers lequel on tend à ce que ce soit de plus en plus intense et de plus en plus avec une vitesse de déploiement qui soit de plus en plus accélérée. On envisage d'ailleurs sur des prochains postes ou des prochaines responsabilités de DRH, des DRH qui fusionnent avec des DSI. Parce que finalement, on ne va pas juste gérer d'un côté l'être humain, les êtres humains, les travailleurs et de l'autre les machines, on va devoir gérer la relation humain-machine. Avec forcément ce que vous connaissez déjà, tout le développement de l'intelligence artificielle, du machine learning, des big data, la réalité virtuelle, de la 5G, avec ce qu'on a aujourd'hui avec des centres d'appel qui sont pilotés par des algorithmes, des véhicules autonomes, et on n'est qu'au début de tout ça. Donc, effectivement, on est dans un environnement qui tend de plus en plus à s'accélérer. Ce n'est pas nouveau. Si on met un coup d'œil dans le rétroviseur, effectivement, on a toujours vécu des évolutions, des changements
d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue économique. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que la rupture, elle est dans l'accélération de ces changements. Donc, qu'on le veuille ou non, il y aura des changements et on sera impacté par ces changements tout au long de notre vie, à la fois personnelle, mais également professionnelle. Et donc, finalement, dans tout ça, la première des compétences que l'on doit développer, c'est notre capacité d'adaptation. C'est notre capacité à être ouvert au changement, à nous adapter à ces différents changements et à pouvoir tirer notre épingle du jeu face à ces machines qui vont faire mieux que nous certaines tâches, avec moins d'erreurs et de manière beaucoup plus rapide. Donc certes, il y aura un investissement financier de départ, mais au final, sur un moyen long terme, il y a effectivement un gain qui sera réel pour les entreprises et les organisations qui auront fait ces investissements. Donc, quelle sera ma place en tant que force humaine, que capital humain dans ces entreprises pour pouvoir véritablement avoir un travail qui me plaît et qui m'épanouit toujours et pouvoir le conserver. Donc ça, c'est un premier point. Quand on regarde tout ça et qu'on fait et qu'on imagine le futur et qu'on fait des projections à 2030, on se rend compte, et donc certaines études nous le montrent, qu'on serait a priori entre 30 et 40% des tâches quotidiennes, de plus de la moitié des métiers qui devraient être automatisés. On a 800 millions de métiers. Je vais juste vous proposer de fermer votre micro. Je ne sais pas qui est-ce qui a son micro ouvert pour les interférences. 800 millions de métiers dans le monde qui seront impactés par des mutations technologiques. 60% des métiers qui n'existent pas encore et qui émergeront d'ici 2030. Donc, ce qui est compliqué même aujourd'hui de pouvoir tracer une carrière professionnelle lorsque l'on sort de l'école ou lorsqu'on demande à un adolescent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, sachant que le jour où il mettra les pieds sur le marché du travail, il y a une énorme partie des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, sa capacité à pouvoir développer ses compétences à la fois techniques, parce qu'encore une fois, les soft skills ne viennent pas en opposition aux hard skills, à toutes les compétences métiers et techniques, mais d'être capable à la fois de développer des compétences techniques et métiers qui vont permettre aussi d'apporter de la performance, mais également des compétences comportementales humaines qui, elles, vont venir potentialiser les autres pour pouvoir être attractifs sur le marché du travail. On se rend compte, encore une fois dans ces projections, que la demande en compétences physiques et manuelles devrait chuter de 16% d'ici 2030. Donc ça, ce sont des projections qui sont réalisées et qui nous permettent de nous dire, OK, on ne sait pas avec exactitude quel sera le monde de demain, on le projette, on l'imagine, mais donc comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter à quelque chose qui est encore finalement non maîtrisé, non maîtrisable? Donc, c'est cette capacité à pouvoir s'adapter dans un monde qui est encore un peu flou que l'on doit développer. D'où le challenge. Et ce qu'on appelle effectivement depuis plusieurs années un monde VUCA, qui est à la fois vulnérable, uncertain, complexe et ambigu. Et c'est notre quotidien et ce le sera de plus en plus. L'incertitude est devenue une norme. Et effectivement, les savoir-faire techniques évoluent de manière très rapide avec une obsolescence dans certaines expertises, dans certaines technologies, et ça, vous le voyez dans vos métiers au quotidien. Et cette capacité à apprendre, et je dirais même à apprendre, voire à apprendre, à désapprendre pour réapprendre, va devenir, je dirais, la première compétence à avoir. C'est-à-dire que l'illettré du 21e siècle sera celui qui ne sera pas capable d'apprendre à apprendre ou apprendre à désapprendre pour réapprendre. Parce qu'on devra sans cesse se remettre en question sur notre capacité à pouvoir nous adapter dans notre environnement, à la fois en termes d'organisation, de métier, de secteur d'activité et global de manière générale. Les qualités comportementales, les qualités et compétences comportementales, de savoir-être, de savoir-faire, en fait, c'est la manière, ce sera plus les compétences que j'ai à faire quelque chose, c'est ma compétence dans la manière que j'ai de faire les choses qui va importer. Et effectivement, les modes d'organisation, alors excusez-moi, je veux vraiment proposer à ceux qui ont un micro ouvert de pouvoir le fermer.
il faudrait que je vois tout le monde pour essayer de le fermer moi-même. Je ne sais pas si j'ai réussi. A priori, ça va mieux. Merci. Et effectivement, les modes d'organisation des entreprises vont évoluer vers des modes de travail qui sont beaucoup plus transverses, en mode projet, ce qui requiert davantage, et notamment pour les ingénieurs, mais quels que soient les métiers en entreprise, des compétences qui sont des compétences a fortiori beaucoup plus interrelationnelles, des compétences de coopération, d'esprit d'équipe, de communication, d'agilité, d'adaptabilité, des compétences en termes d'empathie, d'écoute, et qui sont des compétences qui sont des soft skills, qui ne sont pas des compétences techniques ou métiers, mais qui sont des compétences beaucoup plus liées à l'humain, au comportement humain, et qui viennent finalement apporter une valeur ajoutée aux compétences métiers et techniques. Les soft skills sont donc effectivement incontournables. Mais pour quel métier? Si on se pose la question vis-à-vis sur la fenêtre de l'IT, pour quel métier de l'IT les recruteurs prêtent-ils attention aux soft skills aujourd'hui? Eh bien, tous les métiers sont concernés, tous. Que ce soit le développeur back-end, que ce soit le data scientist ou analyst, le community manager, l'administrateur réseau, le développeur d'application, l'architecte cloud, la cybersécurité, responsable sécurité de système d'information, le web designer, l'architecte, tous sont concernés par le fait d'avoir une nécessité d'avoir des soft skills qui soient à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir atteindre des niveaux de performance. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une compétence technique pour être capable de la mettre en œuvre. Pour être capable de mettre en œuvre parfois une compétence technique, il faut quoi? Il faut une capacité à analyser la situation, une capacité à trouver des solutions à des problèmes complexes, une capacité à communiquer la problématique au niveau interne dans l'entreprise, une capacité à gérer le stress, une capacité à fédérer les équipes autour de la résolution de problèmes pour aller identifier les ressources nécessaires qui vont permettre de résoudre ce problème. Donc, à tous les niveaux, je dirais, du comportement humain, nous allons solliciter nos soft skills. Donc, c'est à tout niveau et tout le temps. On a été questionné des recruteurs qui recrutent pour des entreprises de l'IT et on leur a demandé quel était le top 10 des soft skills qui étaient les plus demandés par les entreprises IT, que ce soit recruteurs et CEO. Premièrement, avoir une forte éthique de travail, être fiable, avoir une attitude positive, être organisé et gérer plusieurs priorités, être motivé, bien savoir communiquer, être à l'aise pour travailler, même sous la pression, aimer travailler en équipe, être flexible et enfin être ouvert d'esprit, apprendre des critiques et se remettre en question. Donc voilà le top 10 qui a été révélé et effectivement, ce sont toutes des compétences qui sont des compétences humaines, comportementales, transverses, qui peuvent être utilisées quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le pays, quel que soit le niveau de seniorité. Et ce sont des compétences qui peuvent être développées. Pour certains, il y a peut-être déjà un terrain favorable parce que naturellement, on peut être très flexible, on peut avoir un esprit ouvert, on est capable de se remettre en question, on a de bonnes aptitudes à communiquer. Mais même si ce n'est pas forcément notre cas, ce sont des compétences sur lesquelles on peut aller capitaliser, on peut aller développer pour pouvoir performer davantage. Alors, je suis désolée, vraiment, j'entends toujours des... Pour ceux qui ont leur micro ouvert, est-ce que vous pouvez... J'arrive pas à les identifier pour pouvoir le fermer moi-même. Donc ça, c'était notre premier volet, comprendre un petit peu les tendances du marché du travail, les tendances et le lien que l'on fait avec les soft skills pour pouvoir continuer à être attractif sur le marché du travail de demain. Et on s'est rendu compte effectivement que les soft skills, que tout converge vers les soft skills pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir continuer à être employable, pour continuer à développer de la performance et pour pouvoir nous permettre de continuer à être épanouis professionnellement et en tout cas avoir le choix, favoriser le choix dans notre métier, pouvoir le conserver.
Les soft skills en soi. Prenons une approche sur la définition des soft skills. Les soft skills, c'est quoi? Ce sont donc à la fois des qualités et des compétences comportementales, transversales et humaines. Pourquoi est-ce que je parle à la fois de qualité et de compétences? Parce que certaines sont innées. Pour certains, cette capacité, je parlais tout à l'heure de communication, c'est quelque chose qui est naturel. Cette capacité peut-être à gérer la pression et le stress, c'est naturel. Pour d'autres qui sont beaucoup plus anxieux, il va falloir travailler sur ça. Donc, effectivement, il y a une part d'inné, mais il y a une part également d'acquis. Et donc, s'il y a une part d'acquis, il y a une part qui peut être développée. Elles se reflètent en général dans notre personnalité et nos comportements. Et elles se font toujours au regard d'une situation donnée. On ne peut pas évaluer des soft skills en dehors de tout contexte, comme on ne peut pas les développer en dehors de tout contexte. On ne peut pas se dire « je vais développer ma communication » sans être dans un contexte de mise en application de ma communication. Je ne peux pas dire « je vais développer ma communication », par exemple ma prise de parole en public, parce que je sais que j'ai un grand meeting, une grosse conférence à faire devant tous les collaborateurs de ma société, en restant derrière mon bureau et en travaillant ça tout seul. Non, il va falloir à un moment donné se confronter à des contextes qui vont être similaires et qui vont nous permettre de développer cette compétence pour pouvoir, in fine, le faire avec aisance dans le contexte qui nous est lié à notre objectif. Donc, c'est forcément lié à un contexte. De la même manière, on ne peut pas juger de vos compétences, de vos soft skills, sans les avoir regardées dans une mise en application au sein d'un contexte en particulier. Et donc, aujourd'hui, c'est effectivement compliqué pour des recruteurs de pouvoir aller identifier des soft skills et de pouvoir filtrer et évaluer les soft skills dans le cadre de processus de recrutement parce qu'il n'y a pas de mise en application directe, il n'y a pas d'analyse d'évaluation d'application directe. Il faut qu'ils demandent effectivement et qu'ils aillent creuser auprès des candidats pour pouvoir identifier quels sont les contextes dans lesquels ils ont pu mettre en application les différentes compétences et comprendre quels étaient le contexte, quels étaient les obstacles, quelles sont les actions qu'ils ont véritablement mis en œuvre, quels en ont été les résultats. Il existe effectivement aussi d'autres tests, tout ce qui est lié aux assessments, qui permettent là de pouvoir situer dans un contexte donné. Les soft skills résident dans notre potentiel à mobiliser nos capacités humaines et nos différentes intelligences dans un contexte professionnel ou personnel. On ne sépare pas ces soft skills, on n'utilise pas que les soft skills que dans notre environnement professionnel. En général, lorsqu'on a une capacité d'influence, de leadership en entreprise, on l'a aussi dans son cercle personnel, familial ou amical. C'est une tendance que l'on a naturellement chez nous, que l'on fait en règle générale sans s'en rendre compte, de manière naturelle. Et donc, si on le fait en entreprise, on est aussi capable de le faire en dehors. De la même manière, si on a une bonne capacité d'organisation, si on est efficace, si on gère bien nos priorités à la maison, en règle générale, il n'y a pas un sas entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En entreprise, on a les mêmes automatismes. Donc, quand on travaille sur les soft skills, l'idée, c'est d'aller travailler à tel point en profondeur, et c'est ce qu'on fait avec The Genius Institute, que ce soit dans le cadre de coaching ou des formations, c'est d'aller travailler tellement en profondeur que ça devient votre nouveau pilote automatique. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire naturellement quelque chose qui, il y a quelques mois, vous n'arriviez pas à faire ou que vous deviez faire de manière extrêmement appliquée, concentrée et avec beaucoup de conscience pour pouvoir le réaliser. L'idée dans les soft skills et pour pouvoir les développer, c'est un processus qui est lent. Ce n'est pas comme acquérir, je ne sais pas moi, des compétences sur Scrum, ou des compétences agiles ou des compétences techniques. C'est très lent parce que ça nous demande de modifier notre comportement. Ça demande de modifier la manière dont on fonctionne pour pouvoir fonctionner différemment. Donc, si ça fait 30, 40 ans que l'on fonctionne d'une certaine manière parce qu'on est très introverti, du jour au lendemain, on ne devient pas un excellent communicant avec des personnes qui nous sont inconnues. Donc, forcément, ça demande d'aller travailler qui est beaucoup plus en profondeur. Donc, si on vous propose une formation en soft skills sur 3 jours, en règle générale, ce sera uniquement de la théorie et on restera en superficie. Les origines. Il y a plusieurs origines. On prête aux soft skills, à l'origine des soft skills, c'est de ce terme des origines militaires. Également, dans leur application, les premières applications en entreprise au niveau de l'école de Palo Alto,
avec cette notion qui est apparue dans les années 90 et avec cet enseignement qui a d'abord été adressé effectivement aux dirigeants d'entreprise qui ont compris que la réussite de leur entreprise, de leur organisation ne reposait pas uniquement sur l'expertise technique, mais que finalement, les savoir-faire permettaient de développer cette performance, de développer, de capaciter l'entreprise de manière générale à atteindre des niveaux d'excellence qui n'étaient pas atteints si on n'appuyait pas sur ces différents leviers, que ce soit en termes d'intelligence émotionnelle, relationnelle, en termes d'efficacité, de gestion des priorités, gestion du temps, en termes d'influence, de gestion de conflits des équipes, de leadership. Et donc, tout ça a permis effectivement de comprendre qu'il y avait un pendant sans et puis avec, et de voir la différence qu'il y avait entre les deux et de comprendre à quel point les soft skills, le regard que l'on devait porter aux soft skills devait être beaucoup plus important. Donc, encore une fois, et c'est vraiment important que je puisse partager ça avec vous, que vous puissiez le comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'un côté, en tout cas, que les soft skills ne viennent pas substituer les hard skills. Elles ne s'opposent pas. L'une venant, je dirais, potentialiser l'autre. Vous pouvez avoir d'excellentes compétences, métiers, techniques, si vous devez manager des équipes, sans aucune soft skills, vous allez vous limiter dans votre champ d'application et dans le potentiel que vous pourrez avoir avec ces équipes. De la même manière, si vous managez des équipes métiers, mais que vous n'avez aucune compétence métier ou technique, votre champ sera limité dans votre capacité à influencer ces équipes et à pouvoir les amener à atteindre les objectifs. Donc, l'une venant potentialiser les autres. On peut envisager, on peut les structurer de différentes manières. Je vous en propose une ici, de les structurer dans 4 grands domaines. La connaissance de soi, la relation à l'autre, l'action et la dimension cognitive. Ça veut dire quoi? Dans la connaissance de soi, c'est la gestion de soi-même. Donc, gestion, ça peut être en termes d'intelligence émotionnelle, en termes de gestion du stress, en termes de compréhension de comment je fonctionne et qui je suis, quelle est mon identité. Dans la relation aux autres, c'est l'écoute, l'empathie, le leadership, la capacité à influencer, à convaincre, la coopération, la communication. Dans la partie action, c'est plutôt l'efficacité, la priorisation, la prise de décision, la gestion du temps. Dans la dimension plus cognitive, on est plutôt sur de l'innovation, la créativité, de l'ouverture d'esprit, la capacité à se remettre en question, l'esprit critique, l'esprit analytique. Donc voilà, 4 familles, 4 dimensions que l'on peut identifier. Lorsqu'on accompagne au sein de The Genius Institute avec la formation qui s'appelle Power Skills 3E, on a séparé ces domaines en l'efficacité professionnelle, l'agilité, le leadership et les compétences sociales. Mais in fine, elle regroupe toutes ces compétences que l'on peut lister ici. Donc, voici pour cette deuxième partie qui vous donnait une vision un peu plus précise, je dirais, de quoi on parle aujourd'hui, des soft skills. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser des leviers? Quelles sont les étapes qui vont nous permettre à nous de pouvoir développer notre employabilité et notre performance grâce à ces compétences? Et donc là, je vous propose effectivement 7 étapes qui vont vous permettre, si vous les mettez en application, de pouvoir faire un upgrade véritablement en termes de compétences comportementales, humaines, transverses, et donc de pouvoir améliorer à la fois votre employabilité, si vous êtes aujourd'hui en poste, ou si vous êtes en transition professionnelle, mais également votre performance, les résultats que vous allez obtenir grâce à l'utilisation et au développement de ces soft skills. Le premier point, et quel que soit, je dirais, la progression que vous souhaitez faire dans quel que soit le domaine, c'est la connaissance de soi. Et pourtant, c'est je dirais, la dernière roue du carrosse en termes d'apprentissage dans notre scolarité, dans notre éducation, la connaissance de soi. On passe des années à apprendre sur différentes matières, les mathématiques, les sciences, le français, l'histoire, géographie, les langues, mais très peu, ou quasiment pas, mis à part la biologie, sur nous, et encore moins sur notre fonctionnement psychique. C'est-à-dire qu'on va apprendre sur notre biologie, sur comment est constitué notre corps humain, mais absolument pas sur comment est-ce qu'on fonctionne d'un point de vue
neuroscientifique, d'un point de vue neurologique, et donc pour savoir comment est-ce que nous fonctionnons. Et quand je parle de connaissance de soi, ça commence par son identité. Qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mon nom, mon prénom, ma date de naissance et mes différents rôles, père, mère, enfant, frère, sœur, ami, conjoint ou de statut professionnel? C'est qui suis-je? Quel regard est-ce que je porte sur moi? Et ça, c'est le premier des points, parce que finalement, c'est le point de départ du comportement que l'on a au quotidien. La manière dont nous nous percevons, la manière dont nous nous identifions et nous intégrons notre identité est le point de départ du filtre que nous utilisons, quelles que soient les situations que nous vivons. Le deuxième point qui est important dans la connaissance de soi, ce sont nos croyances. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi dans mon métier? Qu'est-ce qui est vrai pour moi dans ce webinaire auquel je suis en train d'assister? Qu'est-ce qui est vrai pour moi dans l'évolution de mon métier, dans mon entreprise, par rapport à ma relation avec mon manager, par rapport à mes équipes? Qu'est-ce qui est vrai pour moi en termes d'optimisme? Qu'est-ce qui est vrai pour moi en termes de situations que je peux vivre dans mon quotidien? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Nos croyances, il faut savoir, nos croyances, elles sont soit limitantes, ce qu'on appelle limitantes, c'est-à-dire que soit elles nous contraignent et elles nous limitent dans notre champ d'action et pour atteindre nos objectifs, pour réaliser ce qui est important pour nous, soit elles sont plutôt propulsantes. Et dans ce cas-là, nos croyances, si je crois que je suis capable, si je crois que je suis compétent, forcément, et c'est assez inconscient, je vais me donner les moyens d'y aller et d'y arriver. Troisième point important sont nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions et sentiments qui me parcourent et en quoi finalement elles aident ou elles me limitent dans mon quotidien? Si j'ai confiance en moi, forcément, c'est un sentiment qui va me permettre d'aller de l'avant, c'est un sentiment qui va me permettre de sortir de ma zone de confort, c'est un sentiment qui va me permettre d'aller peut-être frapper à la porte de mon manager pour lui dire que je souhaite une mobilité en interne, c'est un sentiment qui va me permettre peut-être de décrocher le téléphone et de remporter un gros contrat, d'avoir cette audace pour aller négocier et remporter un gros contrat. Si les sentiments que j'ai la plupart du temps sont des sentiments de peur ou de stress, forcément, ça va aussi influencer mon comportement et mes relations. Au-delà des émotions, il y a les valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Les valeurs, c'est jamais négatif. C'est quelque chose, on peut avoir dans nos valeurs, les valeurs famille, la valeur justice, la valeur loyauté, la valeur liberté, la valeur sécurité, la valeur amour, la valeur… donc, il y a tout un tas de valeurs. Et puis derrière, c'est quelle hiérarchie on en fait finalement. On a tous un peu les mêmes valeurs, mais on n'a pas forcément la même hiérarchie de valeurs. Quelles sont mes valeurs? Et qu'est-ce qui fait parfois que je suis intransigeant dans certaines situations par rapport à certains comportements parce que ça vient buter dans mes valeurs? Je vous donne un exemple. J'avais un client qui était extrêmement ponctuel et qui considérait le retard comme étant un manque de respect. Pour lui, ne pas arriver à l'heure, c'était être irrespectueux vis-à-vis de la personne avec laquelle on avait rendez-vous. Et il était absolument intransigeant sur cet aspect-là. Et on a commencé à travailler pour qu'il puisse juste comprendre qu'effectivement, on a tous des valeurs différentes. Et surtout, c'est l'interprétation qu'il en faisait qui faisait qu'il avait derrière que ça générait des conflits avec certains membres de son équipe, avec certains clients, avec certains fournisseurs, parce que derrière, ce sont ces valeurs qui étaient impactées. Les valeurs, en général, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Quand on vient toucher à vos valeurs les plus profondes, celles qui sont les plus importantes pour vous, et qu'on vient choquer ces valeurs, en général, c'est inconfortable, voire douloureux. Dans la connaissance de soi, bien entendu, il y a la connaissance de ses compétences, ses talents, ses aptitudes, ses qualités, être conscient de sa valeur en termes de compétences et de talents. Plus vous allez être conscient de ça, plus vous allez aussi prendre des décisions qui vont vous permettre de vous mettre en situation de réussite. Lorsque l'on opte pour un job pour lequel 80% du poste sont des choses que l'on ne sait pas faire, voire que l'on n'aime pas faire, il y a de fortes chances pour que les résultats ne soient pas à des niveaux d'excellence et qu'en plus, au passage, vous n'appréciez pas non plus ce que vous faites. Donc, les talents, à prendre conscience véritablement de ces talents et assumer
là où on n'a pas forcément les compétences. Et c'est OK. Il faut juste se poser les questions de quelle décision je vais prendre par rapport à mon avenir, au choix professionnel que je vais faire, pour qu'il soit aligné à la fois avec mon identité, mes croyances, mes émotions, mes valeurs, mes talents et mes comportements. Parce que forcément, de notre identité, de nos croyances, de nos émotions, de nos valeurs et de nos talents, va en résulter des comportements que l'on va avoir. Donc, la première des choses, la première des étapes, c'est connaissance de soi. C'est le premier volet sur lequel je travaille lorsque je fais de l'accompagnement en coaching. C'est on va travailler en profondeur pour que chacun puisse comprendre qui il est et puis qu'est-ce qu'il a dans ses bagages véritablement pour pouvoir faire les bonnes décisions, prendre des bonnes décisions. Le deuxième point, c'est le projet professionnel. C'est définir un projet professionnel. Et là, quand je parle de projet professionnel, ça peut être un job, mais ça peut être aussi des futurs projets au sein de votre entreprise vers lesquels vous allez avoir envie peut-être d'aller pour pouvoir les prendre en main, travailler, collaborer ou être chef de projet sur ces projets, parce que ce sont des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont en phase avec la première étape que l'on vient de voir, cette étape de connaissance de soi. Plus vous allez définir des projets professionnels de manière précise, plus vous allez pouvoir prendre des décisions en fonction de cette définition et en fonction de ce qui vous correspond. Et quand je parle de projet professionnel, c'est à la fois en termes d'environnement, en termes de mission, de détails de mission, en termes de niveau de responsabilité et d'autonomie également, en termes de finalité, quel est le sens? On a entendu beaucoup depuis le Covid cette quête de sens, mais c'est quelque chose qui nous touche en termes, parce que ça vient toucher aussi à nos valeurs. Lorsque l'on a un attrait pour l'environnement, pour l'écologie dans nos valeurs, forcément, il y a un lien direct à pouvoir se dire j'ai envie de travailler dans une entreprise qui va contribuer, ou en tout cas, même si elle n'a pas un fort impact direct, qui ne vienne pas attaquer finalement mes valeurs parce qu'elle a une activité qui vient détruire l'environnement. Donc, quelle est la finalité? Quelles sont les finalités que j'ai envie d'avoir dans mon projet professionnel? Et puis, quels sont mes impératifs? Les impératifs, c'est très factuel. C'est en termes de rémunération, en termes de distance, en termes peut-être d'organisation télétravail présentiel. C'est très factuel. Mais une fois que vous avez peint le tableau de votre projet professionnel idéal, que ce soit à 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, vous avez déjà une direction, vous avez un cap. Lorsque vous avez un cap, vous êtes plus à même de pouvoir saisir les opportunités qui vont être alignées avec ce cap. Dans ce cap, il peut y avoir le fait de vouloir écrire un livre, il peut y avoir le fait de vouloir faire un tour du monde, il peut y avoir le fait de vouloir aller travailler à l'étranger, il peut y avoir le fait de prendre un projet et ouvrir une succursale, une usine dans un autre pays à l'étranger. Il peut y avoir ce que vous voulez, mais ce qui vous correspond. Ce qui vous correspond véritablement et ce qui correspond à la première partie, connaissance de soi. Et en quoi ici, sur ces deux parties, les soft skills interfèrent? Elles interfèrent sur le fait qu'à partir du moment où on vient parler de vous et de vers quoi vous avez envie de tendre, plus vous allez vous connaître, plus vous allez identifier quels sont les soft skills que vous avez pour vous pour pouvoir aller dans cette direction. Qu'est-ce que vous avez véritablement dans vos bagages en termes de compétences et de qualité qui vont favoriser votre réussite sur ce type de projet professionnel. Plus celui-ci sera aligné avec les soft skills que vous avez déjà, plus vous allez favoriser votre réussite. La troisième étape, c'est l'étude de marché. OK, je me connais davantage, j'ai un projet qui est clair pour moi en sachant ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Maintenant, je vais aller vérifier quel est l'état du marché. Et là, on est dans l'analyse pure. C'est vraiment aller analyser, aller comprendre quelles sont les tendances, quelles sont les tendances du marché, ce qu'on a fait en introduction, quelles sont les tendances du marché pour le secteur d'activité, pour les entreprises qui m'intéressent, pour les missions qui m'intéressent, quels sont les enjeux, quelles sont les cibles qui m'intéressent, quel est mon positionnement par rapport à ce projet, quelles sont les difficultés qu'il rencontre actuellement, quelles sont les innovations, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés-là pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Et là, on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale. On est dans une démarche où, j'ai envie de dire, le produit, c'est vous.
et vous êtes également le directeur commercial qui a à vendre ce produit, qui a à analyser, le directeur marketing qui va analyser ce produit, qui va analyser le marché et qui va le vendre soit au sein de son entreprise parce qu'il y a un projet d'évolution au sein de l'entreprise ou un projet de valorisation de ce qui est déjà réalisé, ou en externe parce qu'il y a une transition professionnelle qui est prévue et de pouvoir là aussi étudier le terrain avant de vous lancer dans ce nouveau projet. Donc là, encore une fois, c'est vraiment mettre à plat et puis analyser et prendre conscience de la réalité, de ce qui vous intéresse, du cap que vous allez, vers lequel vous avez envie de tendre. Le quatrième point, et c'est là, je dirais, alors c'est une étape clé, chaque étape est importante, mais c'est une étape clé, c'est une étape pour laquelle on ne travaille pas suffisamment. On ne travaille pas suffisamment, quelles que soient les organisations dans lesquelles vous êtes, ou quels que soient les accompagnements, les formations que vous pouvez avoir, c'est à travailler sur le profil idéal. C'est aller vous projeter. Tout à l'heure, on a fait une projection dans le temps. Là, c'est aller vous projeter sur quel est le profil du professionnel qui exerce avec excellence ce que vous avez envie de réaliser. Dans le contexte que vous avez envie de réaliser, avec les enjeux de cet environnement-là. Quel est le profil idéal? Le profil on va dire, du héros qui réalise ce que vous avez envie de réaliser. Quelle est sa posture? Quelles sont ses compétences? Et là, on va parler à la fois de compétences métiers et techniques, mais également en termes de compétences, les soft skills. Quelles sont les compétences qu'il utilise? Quelles sont les compétences qu'il a dû développer pour pouvoir faire avec excellence ce qu'il arrive à faire? Quelle est sa personnalité? Je travaille actuellement avec une cadre dirigeante qui a une promotion qui est prévue d'ici le mois d'avril. Et donc, sur cette promotion, son périmètre va être largement augmenté avec une dimension managériale à l'international. Et aujourd'hui, elle se rend compte que dans son management, elle a une petite équipe, dans son management, finalement, elle est extrêmement factuelle, en mettant pas forcément en avant le relationnel, en mettant pas forcément en avant la partie j'encourage, je motive, je fédère, mais elle est plutôt là et elle arrive et elle intervient souvent lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'il y a un échec. Et donc, elle est plutôt finalement avec son bâton et du coup, elle se retrouve un peu prise en étau avec cette posture qu'elle n'a pas demandé, qu'elle n'a pas choisie et qu'elle a fait un petit peu de manière inconsciente et involontaire. Et donc, sauf qu'elle est venue me chercher en me disant, écoute Julienne, j'aimerais que vous puissiez m'aider parce que dans la prise de poste, dans mon projet de prise de poste d'ici le mois de mars-avril 2023, je vais avoir besoin d'adopter une toute autre posture managériale. Et pour ça, il va falloir que je modifie des automatismes que j'ai aujourd'hui et que j'ai acquis au fur et à mesure des années, mais que j'ai tellement répété que c'est devenu mon pilote automatique. Donc, il va falloir qu'on modifie complètement mon approche en tant que leader vis-à-vis de mes équipes pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau que je n'apportais pas jusqu'à présent et sur lequel on ne m'a pas forcément mal jugé. Mais sur mon prochain poste, très clairement, si je ne suis pas capable d'embarquer les équipes, de les fédérer, d'être à l'écoute, d'avoir davantage d'empathie, de pouvoir les motiver, de véritablement les coacher, ce sera un échec pour moi sur cette prise de poste. Donc là, c'est en termes vraiment de personnalité. Quelle est la personnalité du profil idéal qui réalise ce que vous avez envie de réaliser dans l'environnement que vous souhaitez? Quels sont ses comportements, postures, comportements, compétences, personnalités? Quelles sont ses émotions? Quand je parle d'émotions, nos émotions nous gouvernent. Nos réactions émotionnelles sont beaucoup plus rapides que nos émotions rationnelles, que la rationalité de notre pensée. C'est-à-dire que lorsqu'il se produit quelque chose, c'est d'abord des parties liées aux émotions qui sont activées dans notre cerveau avant même que notre lobe préfrontal, notre cortex préfrontal commence à s'activer pour analyser, raisonner ce qui est en train de se passer, justifier ce qui est en train de se passer, se produire. Donc, nos émotions sont les premières à réagir. Et donc, elles sont très largement inconscientes. Et bien, parfois, quand on a peur, quand on est en colère, quand on est sous stress, on va avoir des réactions qui seront disproportionnées vis-à-vis d'une situation. Et donc là, encore une fois, quel est le profil émotionnel de la personne qui réalise avec excellence ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie d'atteindre? Et puis derrière, enfin, c'est quelles sont ses pensées.
On a au quotidien plus de 60 000 pensées par jour. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir conscience de toutes nos pensées. Mais de temps en temps, prêtez attention à cette petite voix à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous rabaisse? Est-ce qu'elle est négative? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous coach et est-ce qu'elle est véritablement un ami? De vous dire, mais tu vas arriver, ok, là, peut-être que là, ça s'est mal passé, mais comment est-ce que tu aurais pu faire différemment? Ah oui, tu aurais dû commencer par ça. Non, mais appelle celui-là. C'est une petite voix off que l'on a. Et parfois, elle est extrêmement exigeante avec nous-mêmes, très autocritique. Et puis, de temps en temps, elle est aussi là pour nous encourager, nous permettre d'aller de l'avant. Donc, prenez conscience de ces pensées. Et là, encore une fois, c'est quelles sont les pensées de cette personne qui réalise avec excellence et performance que vous avez envie d'atteindre. Donc, plus vous irez dans le détail de ce profil idéal, plus vous pourrez ensuite pouvoir faire l'état des lieux entre vous et ce profil idéal. Et identifier finalement qu'est-ce que vous avez en commun, sur quoi vous allez pouvoir véritablement capitaliser, sur quel type de compétences, sur quel type de qualité vous allez pouvoir capitaliser, qu'est-ce qui vous manque, dans ce qui vous manque, qu'est-ce qui va être facile à développer, parce que finalement, il suffit de pas grand-chose. Et par contre, qu'est-ce qui représente un véritable défi? Et puis, dernière question, c'est qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui est réaliste dans tout ça? Est-ce que ce que je souhaite faire, est-ce que ce que je souhaite atteindre, c'est réaliste par rapport à qui je suis et puis de là où je commence, où je débute, là où je pars? Donc ça, c'est une notion, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire, pas dans le sens des actions qui sont à mener, mais dans le sens de qui je suis aujourd'hui et qui je dois être pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. On prend souvent la problématique à l'envers en se disant, voilà, j'aimerais atteindre tel objectif, donc il va falloir que je fasse ça et puis que je fasse ça et que je fasse ça. Sauf qu'on ne se rend pas compte que pour pouvoir agir différemment, il faut soi-même être différent. Il faut modifier quelque chose dans le qui on est pour pouvoir faire les choses différemment. Et c'est là la source. Parce que finalement, nos comportements découlent de quoi? De l'interprétation que l'on a des situations. C'est le premier point. C'est-à-dire que nous vivons des expériences dans notre quotidien, personnel et professionnel. La première chose, c'est le filtre que l'on utilise pour interpréter, pour juger de la situation. Se juger soi-même et juger les autres. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est l'émotion que ça va déclencher. Une émotion de joie, de colère, de tristesse, de peur, de stress, une émotion de dégoût, de frustration. C'est l'émotion qui instantanément qui vient après notre interprétation de la situation. Puis ensuite, on va avoir une réaction physiologique. Plus l'émotion va être forte, plus la réaction physiologique va se faire ressentir. On a de la colère, on peut avoir d'un seul coup l'augmentation de la palpitation cardiaque, les mains moites, on peut avoir une espèce d'une sensation dans la gorge parce qu'on a besoin de crier quelque chose et de s'exprimer. Derrière ça, on va avoir les pensées qui vont commencer à analyser. Une fois seulement qu'on a vécu tout ça, les pensées commencent à analyser et on va réagir face à la situation. Donc, le comportement, finalement, il arrive à la fin de ces étapes-là. La première des choses, c'est l'interprétation. Et pour changer notre interprétation, il faut changer finalement qui on est et le regard que l'on porte sur les situations que l'on vit. Donc, la cinquième étape, c'est vraiment cet état des lieux. Les gaps qui peut y avoir entre qui je suis aujourd'hui, mes comportements, mes compétences, mes soft skills, mes qualités, mes soft skills que j'ai aujourd'hui, et puis celles qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Sixième point, la stratégie. OK, stratégie, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif? Parce que, OK, il faut que je change. Mais comment est-ce que je vais pouvoir changer? Je ne sais pas forcément faire, on ne m'a jamais forcément peut-être enseigné à le faire. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? 1, capitaliser sur les compétences que vous avez déjà. C'est le meilleur moyen de pouvoir atteindre des niveaux d'excellence. Il est beaucoup plus difficile de devenir excellent, performant, lorsqu'on part de compétences que l'on n'a pas. Par contre, ça nous demande beaucoup moins d'efforts de pouvoir le faire, de pouvoir atteindre ces objectifs-là quand on part de compétences que l'on a déjà. Donc, capitalisez sur ce que vous avez. Deuxième point, prioriser les compétences à développer. On ne peut pas s'imaginer pouvoir se dire, OK, j'ai 3 mois et je dois développer ma communication orale, prise de parole en public, je dois augmenter en termes d'influence et de capacité à convaincre,
je dois m'améliorer en termes de gestion des priorités, je dois m'améliorer en termes d'agilité, en termes de résilience, je dois m'améliorer également en termes d'empathie, je dois m'améliorer en termes de gestion du stress. Non, il va falloir prioriser. Quels sont les prenons trois compétences, mais qui, si vous les travaillez véritablement, feront toute la différence par rapport à l'atteinte de votre objectif. Autre point, se fixer des KPIs. Ça ne sert à rien de se dire, c'est comme si vous commenciez et des KPIs réalistes. Je n'ai pas fait de sport depuis 10 ans et puis d'un seul coup, je veux devenir bodybuilder. Et je veux le faire en un mois, bien sûr. Ce n'est pas réaliste. C'est la même chose pour les compétences que vous allez avoir développées. C'est comme un muscle que vous allez avoir à entraîner. Et au début, on ne voit pas forcément les résultats. Lorsqu'on reprend la salle de sport, on ne voit pas tout de suite les résultats. C'est douloureux, oui, mais on ne voit pas les résultats. Donc, à tout moment, on peut baisser les bras. Les soft skills, c'est la même chose. Du jour au lendemain, vous allez beau avoir commencé à travailler sur vous. Si vous devez faire du jour au lendemain une prise de parole en public alors que vous n'en avez jamais fait et ce n'est vraiment pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire et qui est une compétence chez vous, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, vous avez beaucoup de chance. Donc ça, c'est une chose. Fixer des KPIs et des KPIs réalistes. Apprendre des meilleurs. Aller solliciter, soit en vrai, soit de manière virtuelle, des gens qui font avec excellence ce que vous avez envie de développer. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer avec The Genius Institute les Genius Talk, c'est d'aller identifier quels sont ces militaires d'élite, ces entrepreneurs, ces athlètes de haut niveau, ces artistes qui font avec un tel niveau d'excellence des choses qu'on ne sait pas faire et puis qui puissent nous transmettre quelle est la recette pour pouvoir s'améliorer. Plus vous allez apprendre de ceux qui arrivent à le faire avec aisance, plus vous allez progresser également. Par contre, ça ne se fera pas sans une mise en pratique. Identifiez ensuite les contextes d'application. Je veux être capable dans 2 mois de faire une prise de parole en public devant tous les collaborateurs de ma société. OK, ça veut dire que j'ai 2 mois pour mettre en pratique ça presque quotidiennement et d'y aller crescendo, mais de pouvoir le mettre en pratique. Parce que sinon, dans 2 mois, je vais trembler, je vais avoir la voix je vais bégayer, je vais peut-être rester paralysée et rien ne va sortir de ma bouche. C'est possible ou pas. Mais plus vous l'aurez pratiqué, plus vous serez à même d'y aller avec un peu plus d'aisance. Vous n'aurez pas de trac, je ne vous le garantis pas. Vous l'aurez certainement. Mais vous le vivrez peut-être avec beaucoup plus de plaisir. Et puis enfin, définissez un calendrier de mise en application. C'est-à-dire que si vous vous dites « oui, je le ferai », et que ce n'est pas fixé dans votre calendrier, il y a de fortes chances que ça ne soit pas appliqué. Et puis enfin, le plan d'action. Et là, il n'y a pas photo. On apprend, on applique, on répète, on voit les feedbacks, ça ne fonctionne pas, on ajuste, on applique, on répète, on évalue. Si on doit appliquer à nouveau, on applique et c'est exactement la même recette. Il n'y a pas de secret pour développer vos soft skills, c'est de les mettre en application. De les mettre en application le plus souvent possible. Comme je vous l'ai dit, pour modifier vos compétences comportementales, vos compétences que vous avez développées et qui sont devenues votre pilote automatique, il va falloir aller directement influencer sur qui vous êtes, sur votre identité. Et pour modifier ça, il n'y a pas d'autre moyen que la mise en application. Avec The Genius Institute, on travaille beaucoup sur et la mise en application et des techniques de visualisation aussi. Parce qu'effectivement, dans notre tête, c'est comme si, dans notre cerveau, c'est comme si on rangeait un peu au même endroit des expériences que l'on a visualisées avec un fort impact émotionnel et des expériences que nous avons déjà réellement vécues. Et donc, pour notre cerveau, plus on va l'avoir visualisé, plus il va avoir l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est comme ça qu'il y a des pilotes de Formule 1 qui se parcourent toute la course en visualisation avant de la faire. Plus ils vont le faire dans leur tête, plus au moment de pouvoir le pratiquer, le cerveau l'aura déjà enregistré comme s'il l'avait déjà fait. Moi, je travaille sur des prises de parole en public, sur des entretiens d'embauche, sur des examens dans certains concours. Plus vous allez sur, et le travaille beaucoup dans la préparation mentale des athlètes de haut niveau aussi, plus on va le visualiser, plus on va le pratiquer, plus ça va devenir déjà un acquis pour vous. Et plus ça sera plus facile derrière de pouvoir le faire de manière inconsciente. Enfin, pour conclure, pourquoi miser sur les soft skills? L'intelligence artificielle la plus développée ne rivalise pas avec le cerveau humain et son fonctionnement complexe, en tout cas pas encore.
Le capital humain est le meilleur atout d'une entreprise quant à sa compétitivité, son innovation et sa pérennité. L'humain est au cœur de la transformation et de l'évolution des organisations. Les relations humaines sont la base de notre monde. Quels que soient les métiers, l'humain est au cœur des équations, même dans les métiers très scientifiques ou de l'IT. Outre les compétences techniques, les comportements disent long sur une personnalité, qui matchera ou non avec les valeurs et le mode de fonctionnement de telle ou telle entreprise. Et puis enfin, dans un monde où le changement est devenu la norme et où l'économie d'industrie et de production a laissé place à une société de services, les soft skills ne sont plus un simple atout, mais bel et bien le cœur du pari de valorisation des talents du travail de demain. Je vous remercie et je suis